Il est exactement 19h48 à Abidjan. Merci de nous rejoindre sur l'Intelligent TV. Voici le sommaire de l'Intelligent Club de ce vendredi. Après le Front commun PPACI, PDCI, RDA, Simone Gbagbo convoque une réunion de la CAP Côte d'Ivoire ce vendredi. Deuxième congrès ordinaire du RHDP, Fofana Yaya, Évariste Méambli attendu. RHDP, Joël Nguessan absent du congrès, Zasso Patrick frôle la prison. Le top départ des débats dans quelques instants. Tel qu'annoncé hier au jeudi, la coalition pour une alternance politique, la CAP Côte d'Ivoire, a tenu une réunion ce vendredi au lendemain de la création par le PDCI, RDA et le PPACI de Laurent Gbagbo du Front commun. Le PDCI, selon l'un des membres du directoire de la coalition, a donné des explications quant à la formation du Front commun. Soro Djabiga, Jean-Rocher Nguessan, bonsoir. Bonsoir. Oui. Soro Djabiga, est-ce que la présence à cette réunion de Georges Ezalé, vice-président du PDCI RDA, lors de la réunion de la CAPSI ce vendredi, permet de dissiper tout ce qui était comme doute sur la volonté de l'ancien parti unique de demeurer au sein de cette coalition qu'il dirige? Non, il n'y a pas de débat autour de la présence ou non, ou de la continuité ou non du PDCI au sein de la CAPSI. L'alliance qui lie le PDCI et avec tous les membres de la CAPSI n'est pas une alliance exclusive. Le PDCI, en tant qu'entité, en tant que parti politique, a senti le besoin à un moment donné de signer une déclaration commune avec le PPACI en tant que parti politique également, en tant que force politique de l'opposition. Fait pas simplement une déclaration, mais de constituer une alliance politique. Non, la rencontre d'hier a été émaillée par deux faits majeurs. Il y a eu la signature de la déclaration commune et il y a eu la présentation du mouvement Trop c'est trop. On va s'en tenir là pour l'instant. Et la création du Front commun. Oui, du Front commun. Voilà qu'il y a une alliance politique entre les deux partis. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que l'alliance qui lie les membres de la CAPSI n'est pas une alliance exclusive. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la présence des alliés à cette rencontre de la CAPSI en tant que représentant du PDCI montre qu'il n'y a pas de problème. Le PDCI est un parti régulièrement établi en Côte d'Ivoire depuis bien d'années. C'est d'ailleurs même le premier parti. Le PDCI a créé cette alliance-là sous la direction de son président, le président Tidjane Thiam. Aujourd'hui, cette rencontre est tout à fait normale. Après avoir signé une alliance avec un autre partenaire, il est important de se réunir pour redonner peut-être une nouvelle vision ou une nouvelle ligne politique à l'alliance. Nous savons tous que c'est un parti qui est constitué d'organisations ou de partis politiques d'obédience divergentes. Voilà, nous savons tous que pour la majorité, pour la plupart, ce sont des partis qui sont peut-être de la gauche, des partis même qui se sont combattus hier. C'est pareil que le PPACI aujourd'hui. Quand le PDCI signe une alliance ou un partenariat avec le PDCI, on dit que c'est une alliance non idéologique, mais c'est une alliance même entre deux entités qui se sont formellement combattues depuis plusieurs années. Alors, ce n'est pas une surprise parce que le PDCI a déjà signé une alliance avec des membres de la CAPSI. Moi, je veux dire que cette réunion d'aujourd'hui, c'est une rencontre pour pouvoir réviser peut-être les objectifs et pourquoi pas apporter des amendements et se réorienter vers d'autres objectifs plus précis. Parce que nous sommes tous sachant ici que toutes ces entités qui sont dans ce parti-là ont un objectif commun aujourd'hui. C'est la CEI. L'objectif de la CAPSI, quand elle a été créée, c'est insuffler une nouvelle dynamique à la politique ivoirienne. Comment garantir l'alternance politique, la transparence dans les élections, l'inclusivité, tout ça. C'est ce que veut aussi le PPACI. Tout à fait. Alors, ce que vous dites n'est pas exactement ce que nous disait Paul Agobli, qui est membre du directoire de la CAPSI. Hier, déjà, il nous indiquait n'avoir pas été associé, je parle de la CAPSI dans son ensemble, à la démarche du PDCI dans la création du Front commun avec le PPACI, quand on sait bien sûr les divergences qui opposent Laurent Gbagbo à certains membres de la CAPSI, tels que Charles Goudé, Pascal Affi-Nguessan ou encore son ex-épouse Simone Eivé. Alors là, aujourd'hui, à cette réunion, avant le top départ de l'émission, on a pu la voir à nouveau. Et d'après ce qu'il nous indiquait, c'est que le PDCI les a rassurés, leur a donné des explications. Alors clairement, c'était aujourd'hui peut-être un rendez-vous de vérité entre les membres de la CAPSI. Effectivement, vous l'avez signifié hier, selon plusieurs indiscrétions, plusieurs partis politiques au sein de la CAPSI n'avaient pas l'information de ce front commun, notamment entre le
PPACI et le PDCI RDA. Laurent Gbagbo, déjà, on se rappelle que le 26 avril dernier, lors des meetings, avait soutenu le PDCI RDA face aux différentes procédures judiciaires de son président. Il avait dit, et je cite, « Nous ne laisserons pas le PDCI mourir. Nous n'avons pas à les laisser mourir parce que c'est une expression politique en Côte d'Ivoire. Nous allons leur apporter notre soutien en espérant rien en retour d'eux, car la conviction politique n'est pas un troc. » C'est vrai qu'il a apporté ce soutien au PDCI RDA, mais on sait surtout que dans son parcours, dans son cheminement, la vision politique de Laurent Gbagbo reste tout de même floue vis-à-vis de ses ex-partenaires. C'est vrai qu'il a lancé l'appel de Benoît en juillet dernier, mais on sait qu'il a rencontré, ses équipes ont rencontré plusieurs membres des partis d'opposition, notamment MGC, notamment le COGEP, l'USD et d'autres partis politiques. Mais n'empêche que lorsqu'on observe le champ politique, aujourd'hui, nous constatons fort malheureusement que Laurent Gbagbo peine à citer le nom de certains de ses ex-collaborateurs ou encore certains de ses ex-amis. Donc aujourd'hui, il était important pour ses partenaires du PDCI RDA là, de voir quel est véritablement le contenu de ce front commun quand on sait la posture du président Laurent Gbagbo vis-à-vis de certains leaders de ces partis d'opposition. Notamment de Charles Goudé du COGEP. Effectivement, donc il était important pour ces partis-là d'avoir une certaine clarification, d'être informés sur la suite des événements. Je pense que ça a été une rencontre, on attend véritablement de voir. On n'a pas encore tous les contours de ce front commun-là, mais déjà, ces partis se disent rassurants. On attend de voir ce que les jours à venir ou encore les semaines à venir vont nous donner de voir quant au contenu de ce front commun-là. Le communiqué final de la réunion de la CAPSI n'a pas encore été délivré à cette heure, à l'heure où nous sommes en train justement de tourner cette émission. Toujours est-il que là, Tidjane Cham qui s'allie à Laurent Gbagbo, mais qui ne lâche pas pour autant son emprise sur la CAPSI et qui demeure quand même une coalition avec laquelle il a marché durant des mois. Et il faut aussi dire que l'une des leaders fondatrices de la CAPSI, justement, nous expliquait hier en soirée, dans une conversation que nous avons eue avec elle, même si elle préfère garder l'anonymat pour l'instant, mais quelqu'un de très important au sein de la coalition, que c'est une joie pour elle que la CAPSI, que le PDCI et le PPACI se mettent ensemble. Parce que clairement, ce sont deux partis significatifs en termes de mobilisation et ils vont peser de tout leur poids sur la suite des événements. Alors là, comment est-ce qu'interpréter la démarche de Cham? Il s'allie à Laurent Gbagbo, dans le même temps, il demeure le maître du jeu au sein de la CAPSI, Soro Djabiga. Je l'ai dit tout à l'heure, l'alliance qui lie tous les partis politiques au sein de la CAPSI n'est pas exclusive. Et le PDCI, le PPACI même, avec qui le PDCI a noué une alliance hier. Le PPACI aussi est leader d'un groupe de partis politiques, est à la tête d'un groupe de partis et d'organisations de la société civile avec qui il travaille depuis bien d'années, depuis l'appel de Benoît. Mais ça n'a pas empêché le PPACI d'accepter de signer ce partenariat avec le PDCI. Donc, ne voyons pas en cela peut-être un acte de trahison ou peut-être peut-être qu'il a délaissé peut-être des membres de la CAPSI. Non, ce sont des organisations politiques qui fonctionnent depuis bien d'années. Dans la CAPSI, il y a de grands leaders. Il y a Charles Goudé, il y a Simone, l'ex-première dame, il y a l'ex-ministre Kaéric, il y a Daniel Boni-Claverie, il y a tous ces cadres-là qui gèrent les partis comme il se doit. Et après avoir atteint leurs objectifs, chacun va mener son combat de son côté. Voilà, ce n'est pas, le Tidjane Cham n'est pas, excusez-moi du terme, il n'a pas un rôle paternel à la tête de la CAPSI. Après, ce sont des partis politiques responsables qui se sont mis ensemble pour un objectif ponctuel. Mais il est quand même le leader de la coalition. Oui, et je reviens là-dessus, la signature de leur accord n'est pas exclusif. Et ce qui les lie aujourd'hui, ils ont un objectif commun. Et tous ces membres-là qui sont au sein de ces deux organisations aspirent aux mêmes objectifs. Des élections inclusives, des élections transparentes, la réforme de la CEI, la RLE. Alors, donc, il est tout à fait normal qu'on se met ensemble de façon stratégique pour être encore plus fort. Voilà, vous avez bien noté aujourd'hui la présence des allées à cette rencontre. Donc, c'est dit que le PDCI n'a pas de problème. C'est vrai que rien n'est parfait, aucune démarche n'est parfaite.
Voilà, aucune démarche n'est infaillible. Peut-être que dans l'action, dans le fait de l'action, ils ont dû peut-être visser certaines procédures, mais je pense qu'ils ont eu le temps aujourd'hui d'en parler et de se repositionner, de répartir encore sur de bonnes bases. Mais vous parlez également des rapports de l'ex-président Laurent Gbagbo et certains membres de la CAPSI qui sont pas trop au beau fixe. Ça, c'est une réalité aussi, mais nous sommes en politique et je les sais assez matures politiquement. Je pense qu'ils pourront trouver la formule pour pouvoir fonctionner au sein de cette coalition-là et atteindre leur objectif commun. Ils sont pas obligés d'être des amis, mais après, quand on est unis par un même objectif, voilà, on œuvre et après, chacun continue son chemin. Vous savez, assez rapidement, vous savez, pendant bien longtemps, on a accusé Tidjane Thiam d'être léger. On s'est même posé la question ici, pourquoi il a attendu 2025 pour laisser tomber son allégeance. Aujourd'hui, il joue de stratégie. Aujourd'hui, c'est deux partis qui idéologiquement sont opposés, mais il y va quand même. Quand le président Laurent Gbagbo est accusé par bon nombre de personnes d'être ce qu'il est, mais il y va quand même. Et aujourd'hui, il a le mérite non seulement d'être celui qui va vers les personnes ou des partis politiques qui sont plus ou moins vilipendé ou négligé par le président Laurent Gbagbo. Et je pense que c'est de la stratégie. Laurent Gbagbo n'a jamais vilipendé un parti politique. Non, il n'a jamais vilipendé, mais n'empêche qu'il y a certains partis, il n'ose même pas citer le nom de ces partis. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que le président Alassane Ouattara prononce le nom? Non, mais Soro Diabiga, soyons clairs. Est-ce que le président Alassane Ouattara prononce le nom de tous les cadres des partis politiques? C'est une réalité. On ne peut pas aujourd'hui, dans un discours politique en Côte d'Ivoire, qui qu'on soit, citer les noms des candidats, d'autant plus qu'on est de l'opposition, citer les noms des leaders. Et omettre un nom. Et omettre un nom, c'est volontaire. C'est volontaire. Non, c'est un constat que nous faisons sur ce plateau. Oui, c'est volontaire. Et moi, je pense que sur ce coup-là, Thiam joue de stratégie et il veut renforcer plus ou moins. Lors de son intervention, a cité le nom de Blé Goudé, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Effectivement, il essaie de renforcer non seulement son leadership, et il essaie de se positionner là où le président Laurent Gbagbo, moi je pense que plus ou moins il aurait pu le faire depuis bien longtemps. Il refuse de parler à un certain nombre de personnes alors que Thiam a le mérite de le faire. Et il réussit plus ou moins alors que son parti est idéologiquement opposé au PPACI d'aller dans une coalition. Donc je pense qu'aujourd'hui il joue plus de stratégie. Là où on attendait Laurent Gbagbo, eh bien Laurent Gbagbo qui a des différends avec Pascal Affi-N'Guessan, à qui il refuse de serrer la main, avec Simone Gbagbo, avec Charles Blé Goudé, dont il n'ose même pas prononcer le nom. C'est une réalité, je ne veux pas c'est un constat, c'est un constat qui est... Moi, j'aimerais rappeler deux choses. Laurent Gbagbo n'a pas de problème avec Pascal Affi-N'Guessan. Il y a eu des démarches qui ont été entreprises en vue de signer un partenariat, une alliance entre le FPI d'Affi-N'Guessan et le PPACI. Et au bout d'un certain temps, nous avons aperçu le président du FPI, Affi-N'Guessan, aux côtés de la CAPSI. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas de problème. Maintenant, pour revenir sur l'alliance qui a été, la convention qui a été signée hier entre le PDCI et le PPACI, c'est pas un fait nouveau. Ils ne sont pas levés un matin pour décider de militer ensemble. Je l'ai rappelé hier. Au contraire, à son arrivée sur la scène politique ivoirienne et à la tête du PDCI, on peut dire que Tidjane Thiam a insufflé une nouvelle dynamique, une rupture avec la ligne politique que le président Bédié a voulu se fixer. Le président Bédié, de son vivant, avait déjà entrepris des démarches, des négociations avec le président Gbagbo en vue d'une alliance pour pouvoir œuvrer ensemble et atteindre leurs objectifs. C'était déjà établi et ils avaient désigné même une commission composée des deux partis pour pouvoir mener les discussions, composé de certains membres que moi je connais. Mais à son arrivée, Tidjane Thiam a balayé cela du revers de la main et il a insufflé une nouvelle dynamique, il a continué à faire son combat. Donc on peut pas dire que parce qu'il est dans une alliance avec la CAPSI, il doit tourner le dos avec le PPACI. Au contraire, il est revenu sur les traces du président Henri Konan Bédié. Maintenant, ça a lui de pouvoir maintenant créer le maillage entre ces deux entités auquel il est l'élément central. Là où on attendait le président Laurent Gbagbo. Qui attendait le président Laurent Gbagbo? Le président Laurent Gbagbo, il a sa ligne, il fonctionne en fonction des exigences et en fonction de leurs objectifs. Voilà, c'est ce que je peux ajouter. Alors parlons justement de maillage entre les deux tendances. Je parle de la CAPSI, je parle du PPACI. On ne cesse de le rappeler, Laurent Gbagbo, qu'on entrevoit difficilement dans une sorte d'alliance politique avec Charles Blé Goudé, qui semble être aujourd'hui comme un ennemi juré pour lui, tout comme Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce que la présence de Tidjane Thiam, justement, entre les deux
bords. Je parle de la CAPSI, je parle du PPACI. Cham qui est aujourd'hui membre non seulement du Front commun, dont il est l'élément stratégique le plus important avec Laurent Gbagbo, Cham qui dirige également la CAPSI. Est-ce que finalement, on s'achemine vers un rapprochement inévitable, sachant que, quoi qu'il en soit, Cham, dans son discours, il tient à associer tous les leaders de l'opposition qui sont victimes, selon lui, d'exclusion. Il n'en écarte aucun. Est-ce qu'à un certain moment donné, Laurent Gbagbo ne sera pas contraint d'être mis devant les faits accomplis, d'accepter peut-être de s'asseoir et de discuter avec Charles Blé Goudé, avec Pascal Affi-N'Guessan, avec Simone Gbagbo? Certainement que le président Laurent Gbagbo a son calendrier et il marche selon son calendrier, et c'est lui qui rappelait déjà en 1995 qu'il n'y a pas d'alliance contre nature. Et puis en politique, tout reste possible. Aujourd'hui, hier c'était le FPI et le RDR, aujourd'hui on voit le PDCI et le PPACI. Donc en politique, tout reste possible. Et puis face à l'ogre qu'est le RHDP aujourd'hui, un parti qui est implanté sur toute l'étendue du territoire, qui a les moyens de sa politique, qui recrute, qui déstabilise l'adversaire, l'opposition n'a d'autre choix que de se mettre ensemble. Je pense qu'à un certain moment, l'opposition comprendra que la seule alternative pour barrer la route au RHDP, c'est d'aller dans un front commun. Dans un front commun avec Laurent Gbagbo qui a du mal à parler avec Charles Blé Goudé. Non, on ne fait pas une fixation sur la personne de Charles Blé Goudé. Hier même, il a parodié avec... Laurent Gbagbo fait une fixation. Il a parodié hier avec le cas de son ex-femme Simone Yves Gbagbo. Quand il a aperçu Ezalé dans la salle, il a dit à Ezalé, ah tiens, mon beau, tu es là? Pour dire que Ezalé vient du sud Komoué, tout comme son ex-femme Simone Yves. Mais il n'a pas dit mon ex-beau, nous sommes en Afrique. Il a dit mon beau, tu es là. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Et puis c'est quelqu'un qui est très amical et convivial. Je pense qu'il pourra trouver la formule pour pouvoir régler ces problèmes-là. Mais est-ce que vous pensez que le rapprochement, il est possible? Le plus important pour Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui est très concentré, il sait où il va. Le plus important pour lui, c'est l'objectif qu'il faut atteindre. C'est pas ces petits problèmes internes avec Blé Goudé ou Simone ou Affi, non. Il a su se mettre au-dessus de ça. Donc je pense que de la manière dont il a minimisé ce problème-là, c'est de cette même manière il va trouver la formule forcément pour pouvoir s'accommoder de leur présence et faciliter les choses pour pouvoir atteindre l'objectif. Alors concrètement, vous envisagez la CAPSI et le Front commun dans son entièreté. Je parle du PPACI et du PDC-RDA marcher ensemble, les leaders parler d'une même voix. Pourquoi pas, et puisqu'on suppose que c'est Laurent Gbagbo qui sera la tête de file, d'autant plus que dans le Front commun, Cham lui a cédé donc la présidence de l'Alliance. Non, il n'a pas cédé la présidence de l'Alliance. Non, il lui en a cédé le leadership, c'est clair, c'est ce qu'il a dit. Quand on dit cédé, c'est comme s'il occupait la présidence avant. Non, mais je pense qu'il aurait quand même, enfin, ils sont deux leaders dans cette formation. Et il a préféré laisser son aîné prendre le devant des choses. Alors, vous savez, nous sommes en Afrique. À la tête d'une coalition unitaire de l'opposition ivoirienne qui comprendrait le COGEP, le FPI, le MGC, et qui vont... La CAPSI a voulu poser au PDC. Pour ma part, je pense que c'est pas un problème. Vous savez, les enjeux sont plus importants que ces petits problèmes-là. Donc moi, je pense que c'est même pas un souci, parce qu'on a des choses trop sérieuses à affronter les jours à venir, les semaines à venir, et que de venir s'asseoir encore pour débattre des questions de toi a dit, moi a dit, Blé Goudé m'a fait ci, Simone m'a fait ça. Non, il y a des enjeux plus sérieux. Et je connais Simone, je la sais très mature, bien assise politiquement. Elle saura se mettre au-dessus de tout ça. Charles Blé Goudé, c'est pareil aussi, c'est le maître des proverbes. Quand on connaît des problèmes, ça veut dire qu'on est sage. Donc je pense que ce sont des petits problèmes. Bon, après, c'est pas forcément eux les problèmes. Jean-Richard. Vous savez, moi, c'est pas eux les problèmes, c'est qui le problème a dit? Mais c'est celui qui refuse peut-être de dire le nom des autres. Une chose est certaine, c'est pas le possible. président Laurent Gbagbo a certainement son agenda. On connaît le parcours de l'homme, on connaît son histoire depuis les années 70. Syndicaliste depuis les années 80. Il est sur le devant de la scène politique depuis 90. Là. Il est l'un des pères du multipartisme. Mais lorsqu'il revient en Côte d'Ivoire en 2021, après son acquittement, ce qu'on attend de l'homme, c'est de réunifier l'opposition. Malheureusement, il dit qu'il ne va pas jouer ce rôle-là. Aujourd'hui, il est dans une autre posture. Même pas l'opposition, d'abord sa propre famille politique. Oui, il a laissé en lambeaux en partant. Effectivement, c'est vrai. C'est pas lui qui a détruit sa famille politique en partant.
Mais la famille politique a été détruite de l'extérieur. Mais une chose est claire, il a refusé de colmater. Mais une chose est claire, il a refusé de colmater les brèches. On sait que jusqu'à aujourd'hui, des personnalités telles que Mamadou Coulibaly, qui étaient pourtant des collaborateurs assez proches du président du régime, Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui malheureusement ne parle pas au PPACI. Il y a d'autres personnalités. Je pense qu'à un certain moment, surtout à quelques mois des élections, Laurent Gbagbo, en fin stratège qu'il est, avec son parcours politique, sa trajectoire, son histoire politique, je pense qu'à un certain moment, il va se dire, il faut que je compose avec tous ces partis politiques, sinon après, face au RHDP, ça sera forcément une défaite et une défaite cuisante, malheureusement. Jour J-1 avant le second congrès ordinaire du RHDP, Fofana Yaya du MFA et Évariste Méomblé attendu. Soro Djabiga, le RHDP aborde ce second congrès dans les conditions que l'on sait, avec une certaine tension autour de la volonté de ces deux personnalités, Fofana Yaya et Méomblé, de s'affirmer, de se porter candidat en lieu et place de Alassane Ouattara. Évariste Méomblé estimant clairement qu'il est temps pour le chef de l'État de se mettre en congé et de laisser la place à une nouvelle génération au sein même de sa formation politique. Alors, selon vous, dans quelles conditions, sinon dans quelle atmosphère est-ce que le parti au pouvoir aborde ce congrès dans quelques heures? Le parti est dans un bon état d'esprit. Nous avons tous vu comment les pré-congrès se sont déroulés. Voilà, et c'est de bonne guerre de savoir qu'il y a quand même des voix discordantes au sein du parti. Mais est-ce que les gens s'y attendaient? Est-ce que les militants s'y attendaient? Non, je pense pas. Les militants n'étaient pas prêts à cela. Tu sais, il faut reconnaître que traditionnellement en Côte d'Ivoire, nous avons tendance à faire le culte de la personne. C'est quelque chose qui est inhérent au RHGP. Ça fait un peu désordre, non, pour reprendre un peu Jean-Richard. Au PPACI, au PDC, un peu partout, on a tendance à faire le culte de la personne. Tout le monde voue à Alassane Ouattara une admiration divine. Mais là, le parti au pouvoir, donc aujourd'hui, on voit deux personnalités qui, alors que le pouvoir est encore solide. Justement, ça peut quand même. Non, nous voyons que le pouvoir est solide. Il y a ce qu'ils voient de l'intérieur. Nous, de l'extérieur, on voit un pouvoir qui est assez solide, mais ils savent qu'il y a un bouillonnement interne. Il y a des mésententes au plan interne. Il y a déjà deux responsables du parti qui ont été convoqués. Voilà, c'est vrai que, comme on l'appelle déjà, Joël Nguessan n'a pas été convoqué par un cadre du parti. On en parlera tout à l'heure. Voilà, donc il y a quand même des mésententes. Jeune Afrique en a parlé, Africa Intelligence a évoqué cela. Il y a des mésententes au sein du parti. Et quand on lit... Parce que certains militants ne veulent plus de Ouattara. Enfin, si je vous suis, est-ce que Méomblé et Fofana expriment quelque part la volonté d'alternance interne? Oui, chacun d'eux a quand même des projets qui sont intéressants. Quand on a écouté Fofana Yaya, on sent qu'il veut insuffler une nouvelle dynamique au parti, une alternance. Il veut encore repenser l'idée républicaine du parti. Il a parlé de plusieurs projets. Il a parlé de la transition écologique, de la digitalisation, de l'emploi jeune. Mais Méomblé aussi a évoqué plusieurs projets. On sent que ce sont des jeunes de la génération intermédiaire qui veulent pourquoi pas remplacer aujourd'hui le président Alassane Ouattara qui est quand même à un âge assez avancé. Voilà, bon, c'est vrai que c'était pas attendu, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la plupart des cas, dans tous les partis politiques aujourd'hui, les leaders sont un peu déifiés. Le président Alassane Ouattara, quand on parle de lui, aujourd'hui, c'est comme un dieu. Donc, voir deux cadres qui se dégagent et qui commencent à revendiquer d'abord la présence du parti et qui visent encore l'exécutif, c'était inattendu, ça il faut le dire. Et surtout au RHDP, c'est vu même peut-être comme une crise de lèse-majesté. Voilà, j'ai vu son arrivée ce soir au siège du parti. À bord d'une grosse berline, il n'a pas été véritablement accueilli par une liesse populaire. Vous parlez de Yaya Fofana, de Méomblé, pardon. Il n'a pas été accueilli par une liesse populaire. Tout le Gotha était réuni, il y avait des militants de base. Et il est arrivé, mais figurez-vous que si c'était le président Alassane Ouattara qui arrivait, la rue, le pic allait être bondé de monde depuis à l'entrée. Oui, ça c'est clair. Alors Jean-Richard Nguessan, la stratosphère décisionnelle du RHDP semble quelque peu secouée par ces deux candidatures qui viennent perturber la dynamique enclenchée autour de la personne d'Alassane Ouattara. Est-ce que cela est le signe que la tension est en train de grandir au sein du parti présidentiel malgré les apparences? Loin de moi, peut-être l'idée d'être condescendant, mais je dirais que ce soit Méomblé ou encore Yaya Fofana, je pense que c'est deux menus frités face au... Mais deux menus frités, mais qui osent s'exprimer. Est-ce que le droit de s'exprimer, au-delà de leur droit de s'exprimer, mais deux menus frités, mais qui peut-être portent la voix d'une minorité silencieuse.
Ah oui, mais après, lorsqu'on écoute ces deux personnalités, dans une dynamique où tous les cadres du parti ou toute la base militante portent Alassane Ouattara pour un 4e mandat, je pense que ils iront forcément avec, ça sera forcément une défaite. Et puis après, c'est le discours qui est gênant. Lorsqu'on écoute Yaya Fofana, il dénonce vigoureusement le fonctionnement du parti. Et déjà, il avait annoncé le 3 juin dernier sa volonté d'être candidat aux prochaines élections présidentielles. Donc après, même son leadership est aussi contesté. On sait que le MFA est un parti qui a subi beaucoup de contestation en interne, depuis Anaki Kobina, jusqu'à ce que lui-même, Yaya Fofana, vice-président porte-parole du parti, on lui confie l'intérim du parti. Aujourd'hui même, il est contesté par un certain nombre de cadres qui estiment qu'il ne peut pas parler au nom du MFA, qui est aujourd'hui dans un parti réunifié. Donc je me dis, après que ça fait désordre, c'est vrai que c'est sa volonté d'être candidat face au président Alassane Ouattara, mais après, il faut être plus ou moins courtois dans les propos. On a vu Évariste Miambi qui fustigeait le comportement d'un certain nombre de cadres. Après, lorsqu'on veut aller à une certaine élection en interne, c'est d'être une force de proposition et n'est pas forcément dans une posture de déviance, de critique du fonctionnement du parti. Bon, Évariste Miambi, qui estime avoir été la cible d'attaque directe de la part du ministre Kobenon Adjoumani, qu'il estime avoir attaqué son intimité conjugale en parlant de sa femme. Parce que justement pour Kwasi Adjoumani, je vais citer donc justement les propos sur lesquels qui motivent la colère de Évariste Miambi. Le ministre Adjoumani aurait ironisé en déclarant ceci: c'est parce qu'il a sa femme à ses côtés qu'il veut être président du RHDP. Pour lui, il en a le droit en tant que militant. Pour lui, Alassane Ouattara, c'est vrai, c'est le leader charismatique, mais qui a quand même passé 15 ans à la tête du pays, qui est âgé de 83 ans aujourd'hui, et qu'il estime être en situation d'aller se reposer. Il vient de porter plainte contre Adjoumani, oui, allez-y. Assez rapidement pour terminer avec ce que Miambi a dit et qui dérange bon nombre de personnes du côté du RHDP. Il dit, je dis non au 4e mandat du président Alassane Ouattara. Mais non est le début de la liberté. Devant ma femme, ma famille, devant le RHDP, je dis non. Devant la communauté internationale, je dis non. Là où le parti semble être dans une sorte de dynamique pour porter, selon le parti, le 2e mandat de la 3e République. Mais est-ce qu'il n'est pas dans ces droits, justement? Ils estiment que c'est une voie qui fait désordre. Non, on sent une certaine contradiction au sein du parti. Là où le RHDP officiellement parle d'un 2e mandat de la 3e République, un cadre du parti et non des moines parle d'un 4e mandat. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, pour revenir sur ce qui a été dit, quand on parle de femmes, de famille, vous savez, quand le débat descend en dessous de la ceinture, on sort du cadre du débat politique et c'est pas bon. Voilà, et Évariste Miambi a dit quelque chose qui est bien. Je ne juge pas, je n'apprécie pas ce qu'il dit forcément, mais il faut chercher la quintessence de ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit toujours. Quand quelqu'un fait des contributions, il porte des critiques, il faut toujours puiser dans ce qu'il dit, ce qui est essentiel pour pouvoir se reconstruire ou construire même l'entité à laquelle on appartient. Mais sortir encore pour venir dire que c'est parce qu'il est aux côtés de sa femme qu'il a le courage, ou bien, vous savez, le ministre Adjoumani, le ministre d'État, une fois il a déclaré que tout le monde est jaloux de son poste et de sa fonction, donc il insiste pour qu'on l'appelle ministre d'État. Donc je reviens là-dessus, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, n'est pas à cette première déclaration. Une fois il a dit, et on lui a demandé, est-ce qu'il voulait un jour être devenu président de la République? Il s'est exclamé, il a dit, moi, le poste de ministre me suffit. Ça me suffit, j'en ai pas besoin. Un autre jour, il est revenu sur une autre question où il a dit, si au RHDP, il y a des gens qui veulent être président de la République, qui veulent succéder au président Alassane Ouattara, c'est dans leur chambre aux côtés de leurs femmes. Mais pourquoi rester toujours dans ces débats, dans ce clivage familial tout le temps? Il faudrait qu'il sorte de cela, il faut qu'il élève. Peut-être de façon subliminale, une manière de reconnaître que beaucoup murmurent, mais qui n'osent pas s'exprimer. Justement, vous savez, en filigrane, on comprend qu'il y a un bouillonnement interne. Et beaucoup n'osent pas en parler. Il y a deux personnes courageuses qui parlent aujourd'hui.
en la personne de Évariste Méamblé et Yaya Fofana. Mais après, c'est de savoir quel est le poids de ces deux personnalités. Même Joël Nguessan. Joël Nguessan. Non, mais après, c'est de savoir quel est le poids. Zasso également. Zasso qui est très coutumier des critiques à l'endroit du RHDP et des cadres du parti. Après Soro, c'est de savoir le poids réel de ces deux personnalités. Non, ce qui compte ici, c'est pas le poids, justement. Je viens. Non, loin de moi l'idée de contester la position de ces personnes. Pour parler de poids, on parlera de poids. Moi, j'aurais accepté qu'on parle de poids politique si ces débats-là, si ces sujets-là étaient proférés par des personnes au même objectif, ayant les mêmes objectifs, en la personne de Yaya Fofana et Évariste Méamblé. Mais on a Zasso et il y a Joël Nguessan qui en parlent. Ils n'ont pas d'ambition présidentielle. À quoi bon parler de leur poids? Ils n'ont pas besoin d'un certain potentiel politique. Mais ils critiquent quand même les failles au sein du parti. C'est-à-dire que, comme Adji l'a dit tout à l'heure, ils sont peut-être les voix des sans-voix. Il n'y a pas assez de personnes courageuses aujourd'hui pour pouvoir dénoncer ce qui se passe au plan interne. Oui, peut-être que c'est parce que le RHDP est encore au pouvoir et que tout le monde est dans la crème. Personne ne veut perdre son poste. C'est par souci de préservation de ses intérêts. Peut-être qu'ils ne parlent pas. Mais au PDCI, quand même, on sent des personnes courageuses pour dénoncer. Au PPACI également, on sent aussi des personnes qui dénoncent quand même. Mais au RHDP, c'est un peu rare. Vous n'avez pas encore vu, sinon ça existe. Moi, ce que je retiens depuis quelques jours, il nous a été donné de voir une forte mobilisation des militants du RHDP. Et on l'a vu à travers toute la Côte d'Ivoire lors des pré-congrès. Et le mot qui est revenu, c'est Alassane Ouattara pour un second mandat. Donc après, je me dis, lorsque ces deux personnes-là parlent, après, quel est leur poids politique? Mais ont-ils pour autant, sont-ils, privés de leur droit de s'exprimer? Non, ils ne sont pas privés de leur droit de s'exprimer. Non, je ne dis pas qu'ils sont privés de leur droit de s'exprimer. Mais à côté de cela, vous verrez que la majorité des militants du RHDP, et là on l'a vu à travers les différentes mobilisations, appellent à une autre candidature du président. Alors demain, c'est un désaveu cinglant pour ces deux personnalités? Oui, certainement, parce que on observe que la plupart des cadres du parti, la plupart des ministres, la plupart des députés, on a vu qu'ils sont gonflés à bloc pour soutenir Alassane Ouattara pour les prochaines élections, sauf surprise où de ma part, ces deux personnalités-là ne peuvent pas apporter grand-chose au niveau du RHDP. Il est clair qu'ils ne peuvent pas apporter grand-chose, mais toujours est-il qu'ils ont parlé et ce qu'ils ont dit a été porté au plan national et à l'international. L'opinion retient quelque chose, c'est clair. Il est important qu'ils parlent aussi de la candidature du président de la démocratie au sein de nos partis politiques. Voilà. Tout à fait. Alors, on reste avec le RHDP pour le dernier sujet de cette émission et on maintient toujours l'atmosphère autour des tensions internes qui minent la vie du parti. Là, on a Joël Nguessan, l'ex-ministre des droits de l'homme, si je ne m'abuse, qui est incarcéré après avoir porté des critiques dans une interview contre les magistrats qui, selon lui, retardent la délivrance du certificat de nationalité du président du PDC Tidjane Cham. Il craint que des tensions surgissent à partir de cette impasse. Dans le même temps, on a aussi Zasso Patrick, le cyber-militant qui est très connu en Côte d'Ivoire depuis la période électorale de 2010-2011 et qui vient de frôler la prison puisque maintenu par la PLCC, il a fallu, d'après les dernières informations dont nous avons eu écho, que le plaignant, le ministre Touré Mamadou, retire sa plainte pour lui permettre de recouvrer sa liberté. Peut-être demain sera-t-il au Congrès. Alors à partir sur ces entrefaits, Soro Djabiga, est-ce que le RHDP, on peut le dire aujourd'hui, se trouve dans le tumulte? Oui, il faut le dire, le RHDP est dans le tumulte. Vous savez, ce qui se passe à présent, c'est quelque chose qui bouillonne depuis bien longtemps au sein du parti. Mais s'il arrive que maintenant, les choses commencent à sortir, que des voix commencent à parler, il faut savoir que peut-être que le RHDP tire à sa fin. C'était pas évident, 5 ans ou 10 ans en arrière, d'entendre des cadres critiquer le RHDP. Vous ne vous avancez pas trop? Non, j'essaie d'être réaliste. Voilà, j'essaie d'être réaliste. Voilà. Quand on entend les propos qui sont tenus par ces derniers-là, c'est un peu grave quand même. Un cadre du RHDP qui critique, voilà, veillement des décisions du parti, et un Zasso qui critique régulièrement les ministres et les cadres du RHDP. Ce qu'il faut noter également, c'est que Zasso Patrick et Joël Nguessan et Évariste Méamblé réclament la réintégration des leaders de l'opposition
sur le fichier électoral afin de leur permettre de participer au scrutin d'octobre 2025. Oui, j'aimerais au-delà de ça faire remarquer quelque chose. Vous me parlerez de Yaya Fofana certainement, mais au-delà de Yaya Fofana, les 3 personnes aujourd'hui que nous évoquons sur ce plateau-là ne sont pas des cadres ou des ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire. Alors que c'est l'un des sujets qu'ils abordent très souvent. Ils accusent le RHDP d'être un parti sectaire. Et je ne sais pas si c'est une réalité, mais ça fait partie des frustrations qui l'amènent à tout le temps critiquer son parti et qui l'amènent à tout le temps dénoncer son parti. Et Évariste Méambli, qui annonce sa candidature et qui critique encore violemment le parti. Et Joël Nguessan, il n'est pas à sa première, je ne vais pas appeler ça une forfaiture, il n'est pas à sa première sortie dans ce sens-là. Quand il y a eu le problème du FDFP, nous avons senti qu'il en avait plein là dans la gorge, mais il s'est retenu. Mais le peu qui a pu sortir était très grave. Ça ressemblait à une attaque, à une accusation. On aurait dit qu'il accusait le gouvernement d'être corrompu. Vous comprenez? La plaie qui est au sein du RHDP a eu le temps de se construire, de grandir, et on a atteint un stade où aujourd'hui, si l'on n'y prête grade, si le RHDP perd le pouvoir, il sera difficile de continuer d'exister en tant qu'entité. Ça sera difficile. Le parti risque d'imploser. Parce que, à ce qu'il paraît, il y a plusieurs factions au sein du parti. Il y a plusieurs grands cadres qui revendiquent peut-être leur leadership ou qui revendiquent une certaine place. Mais cela existe au Soro dans tous les partis politiques. Mais justement, c'est justement, voilà pourquoi j'ai tendance à dire que le PDC est un parti qui est solide. Il faut le reconnaître. Jean-Richard Nguessan, est-ce qu'aujourd'hui, on a vu venir au RHDP cette montée d'adrénaline? Tout à l'heure, Soro Djabiga parlait de plaie, c'est comme ça qu'il décrit la crise qui semble prendre forme aujourd'hui au sein du parti au pouvoir. Est-ce qu'on l'a vu venir? Vous savez, on est dans une période assez délicate de notre histoire. Et moi, je pense pour ma part que dans cette période délicate, il faut avoir un discours mesuré. Et je pense aussi qu'il faut avoir un discours respectueux. Le discours respectueux vis-à-vis non seulement de nos autorités, mais aussi des autorités judiciaires. Lorsqu'on prend, par exemple, le cas de Zasso, par moment, il fustige son parti, mais n'empêche qu'aujourd'hui, le RHDP a le mérite d'être un parti qui est implanté sur l'ensemble du territoire. Ils ont des cadres un peu partout. On retrouve Patrick Hachi, Mambé, Aoussoujano, Adjoumani, Mabritois-Keus. Donc aujourd'hui, je me dis que même quand on est dans une posture de critique, il faut être assez vigilant. Il faut être assez vigilant parce que lorsqu'on écoute le procureur, on lit le procureur, il dit, et j'ai énuméré les différents éléments, le procureur invoque 4 articles dans la condamnation, notamment de Joël Nguessan. Il fait référence à l'article 79 premier, outrage à magistrat, à l'article 190, incitation à la désobéissance, article 273 et 275, atteinte à l'ordre public. Et lorsqu'on a une personnalité publique, lorsqu'on a une personnalité non seulement du rang de Joël Nguessan, qui a été ministre de la République, qui était même porte-parole du RHDP, il est normal pour lui de porter des critiques. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que la Constitution même ivoirienne, en son article 19, permet aux uns aux autres, évoque la liberté d'expression. On est libre de donner, mais cela dans le respect de la loi et le respect de l'ordre public. C'est ce que la Constitution nous dit. Certes, il y a la liberté d'expression. Mais est-ce que Joël Nguessan, dans son réquisitoire, a incité à désobéir aux décisions des magistrats? Il a tiré le procureur invoque que c'est outrage à magistrat. D'après les interprétations du procureur. Oui, il appelle, c'est une incitation à la désobéissance, selon les interprétations du procureur. Après, bon, vous savez, depuis la loi... Ça reste discutable, tout ça. Oui, la loi a évolué, donc je pense qu'en tant que personnalité publique, il faut faire très attention. Soro Djabiga, j'ai envie de vous demander si aujourd'hui la disqualification des opposants, puisque ça constitue l'une des épines, enfin l'épine dorsale même des revendications de ces différentes voix discordantes au sein du RHDP, est-ce que ce sujet-là peut conduire à une fragilisation de l'appareil politique du parti au pouvoir? Et comment? Ça, il faut le dire. D'abord, au sein même de la classe politique en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on sent cette fracture-là, on sent ce mécontentement-là. Il est visible, il sent, mais de loin, à des milliers de kilomètres. Au sein du RHDP également, il y en a qui ne sont pas contents. C'est un parti qui regorge vraiment de cadres, d'intellectuels, d'éminentes personnalités, qui sont assez objectifs, qui sont dotés de la fibre patriotique, qui sentent venir le danger. Vous comprenez? Donc, cette question-là pourrait effectivement diviser au sein du parti.
Aujourd'hui, les gens veulent quoi? Ils veulent la paix. Nous sommes tous traumatisés parce qu'on a vécu. Donc quand ils le disent, c'est pas qu'ils veulent fustiger forcément leur parti, mais c'est peut-être que c'est des cadres, c'est des gens qui sont conscients de leur potentiel politique et qui savent que même si ces leaders de l'opposition sont sur la liste électorale, ça ne constitue pas une menace pour eux. Mais il faut pas courir le risque de les écarter et embraser tout le pays. Vous comprenez? Donc leurs plaintes ou leurs revendications sont légitimes. Bon, après, le RHDP rétorque qu'il ne tolérera aucunement le désordre. Ah bon, on aura le temps que Dieu nous donne longue vie pour voir ce qui pourrait arriver. Mais il faut dire que les partis qui sont mécontents aujourd'hui, qui se sont braqués, c'est pas des partis négligeables. Nous le savons tous. Vous n'avez pas des partis, vous parlez des personnalités au sein du RHDP. Voilà des personnalités. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que je me dis que dans toute démocratie, il faut une certaine liberté d'expression. Parce que même la Côte d'Ivoire a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme, qui a son article 9 également, appelle au respect de la liberté d'expression, surtout dans le champ démocratique et dans le champ politique. Donc il est important aussi pour nos leaders politiques, nos leaders d'opinion, d'exprimer leur point de vue sur des dysfonctionnements de notre société. Donc à ce niveau-là, il faut savoir faire la part des choses. Être dans la critique, être dans la liberté d'expression. En même temps, lorsque on estime qu'il faut respecter la liberté d'expression, je pense aussi qu'il faut faire attention pour ne pas brimer un certain nombre de leaders politiques ou de leaders d'opinion qui veulent exprimer leur point de vue quant à un dysfonctionnement dans notre société. Une question à vous deux pour clore ce chapitre. Est-ce que l'on aurait imaginé un instant, quand on a vu toute la secousse qui a ébranlé le PDC RDA ces derniers mois, qu'à quelques mois des élections, qu'à l'aube de la présidentielle, le RHDP serait aujourd'hui confronté à cette situation où certains cadres du parti sont menacés de poursuites judiciaires, sont même en prison, comme Joël Nguessan, ou que certains d'entre eux font carrément chemin à part. Est-ce que vous, Soro Djabega, en une minute, est-ce que vous l'aurez imaginé? Oui, et je vais reprendre la citation que Laurent Gbagbo a dite hier. Nul n'est assez fort pour être fort pendant longtemps. Le RHDP a été pendant longtemps un parti qui était très fort. Ça, il faut le reconnaître. Mais il peut pas être fort dans le temps et tout le temps. Ce qui se passe aujourd'hui, et depuis un certain moment, voilà, les cadres qui sortent pour dénoncer ceux qui sont convoqués, ceux qui sont arrêtés, ça traduit la fragilité du parti. Et je n'en suis pas surpris. C'est une logique, c'est une évidence. Voilà, les partis politiques assez solides peuvent durer dans le temps, mais à un certain moment, on va sentir certaines fractures. Avec le PDCI, on l'a vu. Un parti aussi solide que le PDCI, mais a commencé à connaître une saignée depuis près de 30 ans. Aujourd'hui, le PDCI qui est là aujourd'hui, c'est pas le PDCI qui était là hier. Voilà, le RHDP va passer forcément par cette étape-là. Et s'il est assez solide, il va tenir. S'il n'est pas solide, il va disparaître comme le FPI. Voilà. Le FPI est toujours existant. Vous comprenez de quel FPI je vais parler? Bon, excusez-moi. Le FPI est toujours existant. Vous savez, il ne faudrait pas aussi être dans une sorte de généralité. Mais est-ce que vous vous y attendiez? Pas forcément. Honnêtement. Pas forcément. C'est vrai que dans tous les partis politiques, il y a des voix discordantes, mais n'empêche que à quelques semaines ou à quelques mois des élections, le RHDP est dans une poursuite, dans une dynamique où le parti estime qu'il faut porter une voix, il faut être discipliné. Le parti n'autorise véritablement pas des voix de contestation. Donc aujourd'hui, c'est dommage, mais on attend de voir ce que que le parti va dresser comme bilan à l'issue de ce congrès-là. Mais quoi qu'on dise, le RHDP, depuis son avènement comme parti politique en 2018, reste un parti fort, quoi qu'on dise. Comme bilan, à l'issue de ce congrès qui devrait logiquement voir le président Ouattara être reconduit à la tête du RHDP. Jean-Richard Nguessan, c'est l'heure pour vous de nous sortir les gros titres de l'actualité développés par la presse ivoirienne ce vendredi 20 juin. Merci. Ouvrons cette revue de presse avec l'intelligent d'Abidjan qui revient sur les propos tenus par le président de la commission électorale indépendante, M. Cuibier, Gbagbo, Soro et Blegoudé, victimes de l'article 4 du code électoral. Et puis toujours en ce qui concerne les élections en Côte d'Ivoire, Soro, Simone Afi, Blé sont-ils d'accord pour suivre le président Laurent Gbagbo?
une interrogation à retrouver à la une de l'intelligent d'Abidjan. Et puis poursuivons notre revue de presse avec le congrès ordinaire du RHDP. À 24 heures du deuxième congrès, le patriote nous apprend que la fièvre monte, la rue Lépic en effervescence, la grande ruée des militants du pays profond vers Abidjan. Et puis congrès du RHDP samedi et dimanche, le Jour Plus nous apprend que Alassane Ouattara sera certainement le président et barre à sa une, Alassane Ouattara dit seulement un mot et votre peuple sera libéré. Les congressistes déferlent sur Abidjan aujourd'hui. Et puis le sursaut parle également de ce congrès du RHDP et nous informe comment le directoire a verrouillé le congrès du RHDP. Et puis changeons avec la voix originale qui nous parle de l'union sacrée entre le PPACI et le PDCI RDA autour du mouvement Trop c'est trop, le choc des géants pour sauver la démocratie ivoirienne. Et le nouveau réveil nous apprend également mise ensemble des forces et intelligences face au RHDP. Le PDCI RDA et le PPACI créent un front commun contre le RHDP. Le quotidien d'Abidjan revient également sur la situation sociopolitique explosive. Le PPACI et le PDCI créent un front uni de lutte contre la dictature émergente. Et puis notre voix proche du Front populaire ivoirien évoque également ce front commun contre le pouvoir RHDP. Le journal bat à sa une, le PPACI et le PDCI signent un accord. Héritage revient également sur la création d'un front commun. Le PDCI RDA a scellé sa dernière alliance avec le PPACI hier. Et puis l'Inter nous informe également que Gbagbo et Cham créent un front commun et nous parle de la réaction du RHDP. Et puis, information à Saïwa, Soir Info nous apprend que la célébration des résultats du BPC vire à l'affrontement entre deux villages de cette localité. Et puis, Fraternité Matin nous apprend que la Côte d'Ivoire et l'Union européenne ont échangé, notamment le président Alassane Ouattara échange avec Joao Gomes Gravigno et le journal à capitaux publics nous informe que la 16e nous informe de l'Union africaine de radiodiffusion j'y arrive. La quête d'une souveraineté audiovisuelle africaine est prônée à l'issue de cette rencontre. Et puis terminons par une information sportive. Éléphant de Côte d'Ivoire, faille adulé hier, Paria aujourd'hui, et le journal nous apprend également que Eli Wahi veut jouer notamment avec la Côte d'Ivoire. Rappelons que cet international ivoirien évolue du côté de Francfort. Très bien, Soro Djabiga, quelques remarques sur les actualités développées par Jean-Richard. Oui, il y a un point qui a attiré mon attention, c'est sur la déclaration du président de la CEI, Kubert, qui dit Soro, Gbagbo, Blé Goudé et Tidjane Thiam et Blé Goudé sont victimes de l'article 4. Vous savez, à bien des moments dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a su mettre de côté la Constitution, on a su se passer de la Constitution pour prendre des décisions politiques pour pouvoir préserver la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons connu le dialogue politique ici. On a balayé la Constitution de côté à un moment donné pour pouvoir faire ce dialogue politique, prendre des décisions qui n'étaient pas prévues dans la Constitution. Aujourd'hui encore, tout le monde attire l'attention sur ce qui est en train d'arriver. Les signaux sont au rouge aujourd'hui. Au plan politique, on sent que ça ne va pas. Au plan social, la rupture est évidente. Et on sent une certaine intransigeance au niveau de nos leaders politiques, au niveau de nos gouvernants, qui continuent de camper sur leurs positions. Tandis que nous avons peur, nous craignons ce qui pourrait arriver. Il est temps qu'on revienne sur la table des négociations et qu'on laisse de côté ces artifices qu'on a pris pour écarter les uns et les autres. Pour pouvoir garantir la paix. Le deuxième sujet, il a parlé d'un affrontement entre deux villages après la proclamation du BEPC à Saïwa. On sent un peu une montée de la violence dans nos foyers, dans certaines localités. Pas plus tard que la semaine dernière, on a vu un individu qui brandissait une machette et qui menaçait des leaders politiques, qui menaçait des membres de l'opposition. Et je pense qu'il est temps que la société tout entière prenne conscience de cet acte-là. Parce que pratiquement tout le temps, chaque mois, on annonce qu'il y a eu un meurtre ici, il y a eu un assassinat, il y a eu ceci, il y a eu cela. Je pense qu'il est temps qu'on se réveille, qu'on regarde sur ce détail. Parce que c'est tout ça qui amplifie les conflits en période électorale. Et une bagarre qui naît après la proclamation des résultats
résultats scolaires, mais c'est grave. Dans un cadre scolaire, dans un cadre académique, une bagarre naît et deux villages s'affrontent. Il faut comprendre à quel point aujourd'hui nous avons pris pied dans la violence. Les esprits sont surchauffés. C'est grave, voilà. Je pense que ce sont ces deux points qui ont pu attirer mon attention et merci également. Soro Djabiga, Jean-Cher Nguesson, merci de votre pertinence dans l'analyse de ces différents sujets. C'est sur ces informations qu'on va se quitter pour ce vendredi. On se dit au revoir et à lundi. Très bon week-end à tous.